Bonsoir à tous, bienvenue dans 27, l'émission de débat d'actualité européenne et citoyenne. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, est-ce la fin du bio ? Crise du pouvoir d'achat, crise de confiance dans le label après des années de croissance. Le marché du bio européen connaît un déclin sans précédent. Conséquence, de plus en plus de producteurs sont contraints d'abandonner la filière. Pourquoi ce désamour à l'ère de la vie chère? Le bio peut-il encore s'offrir un avenir? Évidemment, nous entendrons les analyses et les témoignages des Européens recueillis lors de l'échange en ligne organisé avant chaque émission. Et pour en débattre, nous recevons Anna de Parnay-Grunenberg. Elle prône une meilleure répartition des subventions au profit des agriculteurs bio. Face à elle, Gilles Rivière-Wechstein dénonce un marketing du bio porteur, selon lui, de fausses promesses. Notre reportage nous conduira, une fois n'est pas coutume en France, où un nouveau modèle agroécologique qui se veut plus rentable que le bio classique fait de plus en plus d'adeptes. Et enfin, dans notre grand entretien, j'accueillerai exceptionnellement deux invités, le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand et le jeune activiste Vipulan Puvanesvaran, deux générations de militants pour un seul et même engagement. Voilà, c'est 27, vous avez le programme, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat. À mes côtés, comme chaque semaine, le merveilleux Corentin Chrétien-Drose. Bună ziua, Corentin. Bună ziua, Nora. C'est quelle langue, ça? C'est de l'art roumain, mais c'est une langue qu'on appelle aussi le limba, le valaque ou le zinzar. Elle a plein de noms et on la parle dans les Balkans. Corentin, vous allez nous parler des chiffres, des données et être le rapporteur du débat que nous organisons en ligne avec des Européens éclairés avant chaque émission. Oui, et cette semaine, on avait un panel particulièrement divers, à l'image de la nature, avec des gérants de supermarchés, bio ou pas bio, avec aussi des chercheurs en biologie, un agriculteur, une éleveuse, une activiste, un philosophe, une diététicienne, nutritionniste et un ornithologue, pourquoi pas. Comme ça, chaque semaine, ils venaient de toute l'Europe. Ensemble, on a essayé de trancher le débat si le bio avait tenu ses promesses envers notre santé et envers la planète. Et je précise que ce débat est visible en intégralité sur le compte YouTube de l'émission. Alors, le bio a-t-il encore un avenir? Corentin, vous avez résumé ce débat, c'est votre pourquoi de la semaine. Si Carla sourit tout le temps, c'est pas parce qu'il fait beau, mais parce qu'elle est riche. La preuve, elle a une belle villa, un gros bateau, et tous les midis, elle mange une pomme bio. Cette histoire de bio, c'est juste une manière de vendre la nourriture plus chère. Ça ne sera jamais pour tout le monde. Tant qu'il y aura une alternative moins chère, elle sera choisie par la majorité. Vous aimez quand les agriculteurs caressent les feuilles? Vous aimez que vos légumes soient cultivés uniquement avec de l'amour? Mais vous êtes pauvre. Dommage. Va falloir manger des pesticides. En France, la viande bio est 2 fois plus chère. Le jambon, 2,5 fois plus. Et le sucre, 7 fois plus. En général, le bio est entre 40 et 75% plus cher. Alors Pierre aussi, il aime les pommes bio. Mais à la place, il paye son loyer. En plus, ça c'est une mangue, Pierre. On voit effectivement qu'il y a une baisse du bio. Puis l'inflation, on voit que ça baisse énormément. Les magasins spécialisés perdent beaucoup de clients. En 2022, les ventes de produits bio ont baissé de 4% en Allemagne, 6% en France, 8% en Italie. Le bio va-t-il prendre l'eau? En tout cas, des producteurs se noient. En France, en 2 ans, plus de 4000 fermes ont arrêté de produire bio. On a vu une grosse chute de la demande sur tous ces œufs qu'on produisait et du coup nos œufs on savait plus trop quoi en faire. Il a fallu arrêter, prendre une décision puisque économiquement c'était plus viable. C'est triste, parce que le bio, c'est bien. Le bio, c'est bio, ça rend heureux, pas vrai? Il n'y a pas de preuve qui permet de dire que le bio est meilleur pour votre santé. Absolument aucune. Quand vous calculez les émissions de gaz à effet de serre de la production de nourriture bio, vous vous rendez compte que souvent, elle dégage plus de CO2. Tous les week-ends, je prends l'avion pour aller manger des légumes en Sicile. Des légumes bio, évidemment, sans pesticides. C'est meilleur pour la planète. Quand vous recevez un concombre bio dans du plastique qui vient d'Espagne, vous m'expliquerez ce qu'il a de bio. En tout cas, nous, ce qu'on porte en tant qu'agriculteurs, c'est bien un projet de société. Il ne faut pas être déprimé, l'avenir sera biologique. D'accord, mais quel avenir? Qui doit payer pour qu'on mange biologique? Les agriculteurs? Les consommateurs? Vraiment?
Et pourquoi? Le bio a-t-il tenu ses promesses? Les légumes sous plastique, qui traversent le monde en avion, ça reste bio. Mais est-ce que c'est logique? Le bio est-il un luxe? Pour en débattre, Anna de Parnay-Grunenberg, vous êtes eurodéputée membre des Verts européens. Vous défendez une agriculture biologique locale, plus en phase avec la nature. Pour vous, le bio est la solution d'avenir? Gilles Rivière-Wechstein, vous êtes journaliste et vous enquêtez sur la question depuis plus de 20 ans. Vous avez notamment fondé la revue Agriculture et Environnement, dans laquelle vous déconstruisez les préjugés liés à l'agriculture conventionnelle. Pour vous, l'industrie du bio ment carrément aux consommateurs. Alors, on l'a vu dans le pourquoi, la baisse du bio, notamment, elle est réelle depuis quelques mois. Comment est-ce que vous expliquez que les consommateurs se détournent du bio ? Cela a bien sûr un rapport avec l'inflation. C'est aussi lié au fait que les prix de l'énergie ont globalement augmenté, y compris pour la production des denrées alimentaires, et que les gens doivent bien sûr payer leur loyer, comme ça a été dit dans le reportage qu'on vient de voir, mais aussi avoir gardé peut-être un peu d'argent pour les vacances. Et ils doivent malheureusement faire des arbitrages dans leurs dépenses. Gilles Rivière-Wechstein, dans un environnement contraint où l'inflation, la vie chère, elle est réelle, de fait, dans les arbitrages des foyers, le bio est aujourd'hui secondaire ? Je pense que les consommateurs qui aujourd'hui arbitrent vers le non-bio sont certainement les derniers, les consommateurs qui sont les derniers venus dans le marché du bio. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont venus dans le marché du bio? En général, c'était plus pour des questions, des promesses effectivement du bio, donc promesses de santé, promesses de qualité, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, ces consommateurs-là, finalement, se disent est-ce que payer aussi cher par rapport à ce qu'on me promet, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Oui, bon alors justement, on va se plonger dans ce qu'est le bio. Corentin, est-ce qu'on peut savoir concrètement qu'est-ce que c'est? À quoi on reconnaît une courgette bio d'une courgette pas bio? Alors la courgette bio sourit généralement, non, mais de manière plus simple. Alors, le bio, si on veut faire vraiment la version simple, c'est le respect de la nature. C'est ça l'idée derrière le bio. De manière un peu plus complexe, ce sont des labels. Vous pouvez voir ici des labels notamment allemands et français. Il y a aussi un label à l'échelle européenne, partout en Europe, qui s'appelle l'Eurofeuille. Quand vous voyez ce pictogramme ou ces pictogrammes sur un produit, ça certifie qu'il a été produit de manière respectueuse de la nature, de la biodiversité, donc avec un respect aussi du bien-être animal. De manière plus concrète, ça veut dire pas d'OGM, pas de produits phytosanitaires de synthèse, donc pas d'insecticides, de fongicides de synthèse, etc. Et un minimum d'intrants, c'est-à-dire les produits que l'on va mettre dans le sol afin d'augmenter son rendement. Alors, et ce mode de production est de plus en plus fort en Europe. Oui, ces 8 dernières années, on a vu la surface agricole bio en Europe augmenter de 50%. C'est considérable, 14 millions d'hectares sont bio, donc 9% de la surface agricole totale en Europe, avec des différences quand même assez fortes selon les pays. On a un quart de la surface agricole qui est bio en Autriche. En France ou en Allemagne, on est autour de 9%, la moyenne européenne. Et puis, dans des pays comme Malte, l'Irlande ou la Bulgarie, on est en dessous de 3%. Oui, et la croissance devrait continuer. L'Europe s'est fixé un objectif de 25% de sa surface agricole totale en bio à l'horizon 2030. Est-ce que c'est plausible, cet objectif de 25%, quand on voit les disparités européennes dont nous parlait Corentin à l'instant ? Ce serait souhaitable, oui, parce que nous sommes tous confrontés à ces deux grands problèmes que sont la crise climatique et la crise de la biodiversité. Et nous savons aussi qu'à long terme, les denrées alimentaires vont devenir de plus en plus chères si nous dépendons toujours plus de l'énergie, de la pétrochimie et d'autres facteurs industriels. Nous avons vu que dans chaque crise, qu'il s'agisse de la pandémie ou de la guerre en Ukraine, les circuits courts, les circuits locaux et la culture biologique locale étaient les acteurs qui étaient le plus à même de gérer les crises. Gilles Rivière-Wechstein, est-ce que 25%, vous y croyez à cet objectif? Non, moi, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, les chiffres que vous avez montrés sont faux. Enfin, ils sont vrais dans la réalité, mais ils sont faux dans les faits. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les 9%, par exemple, pour la France, on compte les prairies. Mais des prairies bio, ça ne veut rien dire, une prairie bio, vous voyez? Si une vous retirez... prairie parce qu'on ne produit rien dessus. Parce qu'on met des vaches dessus, tout simplement. Et donc, transformer des prairies en prairies bio et avoir des subventions, mais c'est facile comme tout. Maintenant, regardez le vin, par exemple. Quelle est la solution que les agriculteurs bio ont concernant le mildiou? C'est de mettre des pesticides à base de cuivre. Oui. Vous savez, le cuivre, c'est pas biodégradable comme un pesticide de synthèse. Le cuivre, une fois que vous l'avez mis dans le sol, ça reste. Et donc, vous avez des sols qui vont être saturés. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que même des vignerons qui se disent nature ou bio, qui traitent le mildiou avec du cuivre, c'est pas très bio, c'est pas très bon pour la nature. Moi, je préfère de loin, pour la nature, je préfère de loin un traitement avec un produit de synthèse chimique biodégradable que de mettre du cuivre qui va rester dans mon sol et qui va saturer mon sol. Donc, prétendre qu'il y a d'un côté
l'agriculture vertueuse, la bio qui serait bon pour l'environnement, pour le consommateur, pour la santé, etc. Et puis de l'autre côté, une agriculture en Europe qui ne respecterait pas l'environnement, qui serait l'agriculture conventionnelle. Cette bipolarité, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Ouais, on serait manichéen finalement. Pour moi, on retient toujours les quelques exemples qui montrent que le secteur du bio a des problèmes. C'est bien sûr une tactique pour nous monter les uns contre les autres, c'est très clair. Mais il suffit de réfléchir un peu. On constate que si les gens sont exposés à des produits chimiques et si les aliments aussi sont pleins de produits chimiques, alors tout cela s'additionne et nuit à l'homme. Mais ça nuit aussi et surtout à notre environnement. Et nous avons d'énormes problèmes avec les nitrates, avec les pesticides, les nappes phréatiques, l'air. Alors bien sûr, si on utilise moins de chimie, c'est plus sain. Le problème, c'est que c'est aussi plus cher. Alors, le bio, certains n'y croient plus, Corentin. Des agriculteurs ont même décidé de se déconvertir, c'est-à-dire sortir du bio, et c'est le témoignage de notre atelier. Oui, c'est Jean-Michel Bocher, il est éleveur en Bretagne. Il était bio et il a quitté ce label il y a 1 an, c'est pas assez rentable. Mais il en débat avec Stéphanie Pajot, qui est elle aussi éleveuse dans l'ouest de la France et qui n'envisage pas du tout d'arrêter ce modèle. Je travaillais avec ma femme sur l'exploitation, avec de la poule pondeuse bio. Et c'est vrai que depuis plus d'1 an, on a vu du coup une grosse chute de la demande. Les œufs bio étaient complètement boudés en grande surface. Et par contre, des œufs qu'on croyait pour lesquels les productions, on croyait que c'était fini, notamment les œufs de poule en cage. Aujourd'hui, il y en a un gros besoin et on l'entend vraiment dans les campagnes. On s'est déconverti, ça ne va pas mieux. Ce qui nous a complètement freiné, c'est lorsqu'on nous a demandé une certification, de renouveler notre certification bio, et ça avait un coût de 750 €. Et c'est pas anodin quand on est dans des situations assez complexes. C'est un peu désolant d'avoir fait tous ces efforts depuis nous 2009 et d'autres éleveurs avant, et d'en arriver là aujourd'hui, quoi. Moi, je suis en bio depuis 24 ans maintenant et j'ai pas du tout l'intention de me déconvertir. Ce qui peut-être me différencie de Jean-Michel, c'est le choix du circuit de commercialisation. Nous, en tout cas, on a fait le choix de diversifier nos circuits de commercialisation et de ne pas vendre la totalité de notre production à la grande surface. Une grande partie de notre lait est vendue directement auprès du consommateur. Donc, le ralentissement est beaucoup moins important qu'il n'est en grande surface. Alors Corentin, malgré l'exemple plus optimiste de cette éleveuse, les déconversions comme celle de Jean-Michel en France, c'est pas une exception. Oui, c'est pas du tout une exception à son cas. On a eu 2300 agriculteurs qui ont quitté le bio en France en 2021. Début 2022, ils étaient déjà 2000 pour la raison simple que ça se vend plus. En fait, ça se vend beaucoup moins. En tout cas, la farine bio, ça s'effondre. La vente de bio, de lait bio. On a eu 1 million de poules qui ont été déconverties en France. Elles étaient bio, elles le sont plus. On a vu aussi des laitiers bio vendre parfois 1/3 ou la moitié de leur production de manière déclassée, c'est-à-dire vendre du lait bio comme du lait non bio. Évidemment, c'est pas rentable, mais parfois c'est le seul moyen de se débarrasser des stocks. Oui, mais alors Anna de Parnay-Grunenberg, est-ce qu'on n'a pas finalement trahi un peu ces agriculteurs bio? Est-ce qu'on les a pas un peu abandonnés? Je pense qu'il est absolument certain que la biodiversité, le climat, nos sols et notre avenir sont mieux protégés par l'agriculture biologique. Là où peut-être nous n'avons pas bien agi, c'est que nous avons dit aux agriculteurs « convertissez-vous pour le bien commun, pour nous tous ». Et ensuite, nous ne les avons pas assez soutenus. Qui c'est ce « on les a pas soutenus » C'est l'Union européenne? C'est les gouvernements? Exactement, c'est l'Union européenne, avec son programme, avec sa politique agricole commune, qui continue à promouvoir la surface. Quand on est en grande surface et en conventionnel, on reçoit beaucoup d'argent. C'est toujours et encore un programme centré sur l'agriculture conventionnelle. Oui, Gilles Rivière-Wechstein, finalement, ces vagues de déconversion, c'est aussi parce qu'on a trahi les agriculteurs, parce qu'on les a abandonnés, parce qu'on ne les a pas assez soutenus. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que prétendre à nouveau que l'agriculture biologique, c'est une nécessité politique pour sauver le climat, c'est le nouveau truc. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est dramatique pour ces agriculteurs qu'on a poussés là-dedans, qui se trouvent aujourd'hui dans une filière qui n'a pas d'avenir, mais on leur a vendu du vent. On a vendu du vent aux consommateurs. Madame vend son projet politique. C'est un projet politique. Donc c'est une doctrine pour vous, il n'y a rien de réel. C'est une idéologie. On est dans un domaine idéologique. Il y a des gens qui adhèrent à cette idéologie, et bien entendu. Donc il y a un marché. Ce marché historique, il restera. Donc il restera des agriculteurs qui font du bio pour ce marché, bien entendu.
entendu. Alors, pour donner un petit peu d'eau à votre moulin, Corentin, cette baisse de la demande pour le bio n'est peut-être pas uniquement due aux circonstances économiques, mais aussi à une baisse de ce qu'on appelle le contrat de confiance. Oui, vous vous souvenez, on a dit au début de l'émission que le bio, en tout cas dans la philosophie du bio, c'est le respect de la nature. Sauf que quand vous achetez un poivron bio en ce moment, en plein hiver par exemple, il ne vient pas du jardin à côté, mais de là. Ça s'appelle la mer de plastique, c'est en Andalousie, des hectares de serre dont une partie est certifiée bio. Alors pour autant, est-ce qu'on est vraiment encore dans le respect de la nature? Il peut y avoir un débat, et d'ailleurs certains de nos invités en ont débattu. Pour certains d'entre eux, le bio a trahi le bio. Voici du chocolat en poudre, acheté dans un magasin bio. Cette boîte coûte 2 fois le prix d'un chocolat non bio acheté en grande surface. Mais moins de la moitié de cette boîte contient vraiment du chocolat. Regardez, jusqu'ici, ce n'est que de l'air. C'est vide. En plus de cela, ce chocolat contient 7% d'un produit chimique, du carbonate de potassium, et je peux vous assurer que le chocolat n'en contient normalement pas. Autre exemple, ce sachet d'épinards bio. Il coûte 2 fois le prix des épinards conventionnels, et il nécessite 3 fois plus de plastique pour l'emballage. Et ça, c'est soi-disant un produit bio. Tout cela, c'est juste de l'hypocrisie. Ça ne peut pas marcher. Quand vous recevez un concombre bio dans du plastique qui vient d'Espagne, vous m'expliquerez ce qu'il a de bio. Parce que déjà, il faut 1000 km pour qu'il vienne jusqu'en France. Il est dans du plastique et il est bio. Il est bio comment? Il est bio. Alors, on nous prône d'arrêter le plastique parce que les océans, parce que ci, parce que là, et on met tous nos produits bio dans du plastique. Et en fruits et légumes, c'est un véritable scandale, le bio. Il y a beaucoup de patients, spécialement des gens végétariens, puisque j'en vois beaucoup. Pour eux, le bio, c'est pas juste la nourriture. C'est vrai que c'est des gens engagés souvent et que ça se relie à l'écologie et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on ne mange pas plus local. C'est intéressant tout ce débat autour de l'industrialisation du bio. Les consommateurs, en fait, ils sont quand même pas dupes. C'est un écosystème qui est censé avoir des valeurs. Là, on a été trop loin. C'est aussi comme ça qu'on peut expliquer ce repli. Il ne faut pas faire du bio comme du conventionnel, mais orienter davantage le conventionnel vers plus d'écologie. Et puis, ce ne sont pas les agriculteurs bio qui veulent que leurs concombres soient emballés dans du plastique. Ce sont les chaînes de supermarchés, parce qu'elles disent « sinon, nous ne pourrons plus les différencier, on n'a pas le choix, il faut les emballer dans du plastique ». Mais je voudrais aussi dire que les poivrons bio cultivés sous serre en Espagne ne sont pas très bons pour le paysage là-bas. En hiver, bien sûr. Mais eux, au moins, ils ne sont pas arrosés de pesticides. Et les autres poivrons à côté, ils sont bien aussi emballés dans du plastique, mais eux, ils sont arrosés de pesticides. Le problème, c'est qu'on a envie de manger du poivron même hors saison. Donc, le secteur bio est parfois poussé à aller dans cette direction. Alors, l'agriculture biologique, c'est un cahier de charge dans lequel, par exemple, la question de la provenance, la question du déplacement, la question de l'emballage ne fait pas partie du cahier de charge. L'origine de ce cahier de charge, c'est les années 1920. 1920, c'est une contestation contre un modèle dit industriel. Oui, mais attendez une seconde, là, de ce dont on parle, les supermarchés, le fait d'avoir tous ces produits, est-ce que c'est tout ça qu'il faut mettre à la poubelle? L'agriculteur conventionnel produit de l'alimentation de qualité en Europe. On a une des meilleures agricultures du monde. Monsieur Rivière-Wechstein fait semblant de croire que seul le modèle biologique serait une idéologie. Mais ce type d'agriculture dont vous parlez, avec de grandes exploitations de masse, c'est aussi une sorte d'idéologie. C'est toujours plus de produits ajoutés, toujours plus de grosses machines. Les agriculteurs s'endettent pour 20 ou 30 ans et ensuite ils doivent produire plus pour rembourser. Et donc, l'idéologie, je peux vous la reprocher aussi à vous. Encore un peu de chimie et tout ira bien. Eh bien, à mon avis, ça ne va pas. Il ne s'agit pas d'être manichéen, mais il faut voir qui, aujourd'hui, peut produire notre alimentation tout en permettant que nous ayons, à l'avenir, des sols sains, un air sain et des eaux souterraines saines. Et donc, bien sûr, il ne s'agit pas de regarder les 2-3% qui posent problème pour nous décourager. Nous devons travailler à verdir l'ensemble de l'agriculture. Alors, je vais peut-être vous offrir la possibilité d'être d'accord parce que nous, on a trouvé une solution auprès justement d'agriculteurs français et l'avenir du bio passera peut-être par une augmentation de la rentabilité de ces exploitations. Produire plus de bio en utilisant moins de terres agricoles, c'est la promesse du bio-intensif, un concept originaire d'Amérique du Nord qui a ses adeptes en Europe. Aglaé Millard et Colline David sont allés rencontrer en France, une fois n'est pas coutume, des maraîchers d'un nouveau genre. Aux portes de Mortagne-au-Perche, en Basse-Normandie.
Une ferme produit chaque année plus de 40 tonnes de légumes bio sur un seul hectare de terrain. Ils sont piqués ou pas? Non. Donc là, on récolte des petits navets japonais, qui sont des navets très doux. Ces maraîchers utilisent la méthode dite du bio-intensif. Ici, les navets poussent sur de petites parcelles de 24 mètres de long et 80 cm de large. Là, sur une planche de 80, nous, on va semer 6 rangs de navets. Là où en conventionnel, avec un tracteur, ils vont en semer peut-être que 4 ou 3, parce qu'il leur faut de la place pour le passage de roues des engins. Et nous, on a des semoirs à main. Donc on va être plus précis sur l'entretien des cultures, tout ce qui va être désherbage ou protection phytosanitaire. Et ça va nous permettre de pouvoir mettre plus de légumes sur une surface donnée. Les outils, les gestes, ici tout est standardisé. Et les salariés ont mis en place une organisation qu'ils comparent eux-mêmes au travail à la chaîne. Sur une journée entière, on sait qu'on n'a que 7 ou 8 heures pour rentrer toute notre récolte. Donc on doit faire en sorte que tous nos gestes soient les plus efficaces. La ferme du Perche a fait le pari du bio-intensif il y a 4 ans. Pour son cofondateur Jean-François Rial, il s'agit de la méthode la plus efficace et la plus rentable pour cultiver des légumes. En bio-intensif, vous produisez plus qu'en bio conventionnel, qui lui-même produit plus qu'en maraîchage conventionnel, sur une même surface. On a estimé, par exemple, dans les calculs que nous avons faits, qu'on produit à peu près sur 1 hectare 4 fois plus de légumes qu'en conventionnel. Le chiffre d'affaires de la ferme du Perche est en constante progression depuis sa création. Il a atteint 250 000 € en 2022. On va s'entraîner avec les outils qui ont été faits par Coleman. À Orvaux, près de Nantes, Jean-Michel Le Guen, maraîcher formateur, accueille de futurs agriculteurs pour leur enseigner la méthode du bio-intensif. Aujourd'hui, 7 élèves apprennent à manier 2 outils spécialement conçus pour ce type de culture. Qu'est-ce que vous avez pensé du microculteur et du semoir Six-Row? Le microculteur, c'est assez fort en termes de puissance et puis on se laisse facilement porter à droite à gauche, alors que là, c'est assez léger et puis on peut bien orienter. Il y a beaucoup de demandes en tout cas sur la méthode et je m'aperçois d'année en année, et ça va vite, hein. Sur 2-3 ans, je vois l'évolution. On est de plus en plus sur le bio-intensif. C'est une méthode d'avenir déjà par rapport aux surfaces de terre. C'est très compliqué de trouver des terres et ça, je pense que pour en vivre, avec 5000 m², on peut le faire un peu partout, en urbain et en périurbain. Objectif de la formation, aider les élèves à maîtriser la technique pour à terme s'installer comme maraîchers. Là, pour l'instant, je suis on va dire chez moi à la maison, j'ai un tout petit jardin que j'ai gardé comme support justement et sur lequel je vais pouvoir transmettre, traduire en fait tout ce que j'aurais appris dans le cadre de ces formations-là à petite échelle, puis je ferai mes petits essais chez moi à la maison. Le temps justement de pouvoir m'installer entre-temps, parce que j'ai quand même un projet d'installation agricole. Voilà, tu vois, ça va vite. Près d'une centaine d'apprentis viendront se former ici cette année. À Paris, dans cet institut de recherche, Kevin Morel s'intéresse de près à ce modèle. Il le juge prometteur, mais pas suffisant pour nourrir tout le monde. Pour se nourrir, il faut aussi avoir des céréales, des légumineuses, un certain nombre de produits. Donc de toute façon, le maraîchage bio-intensif, ça ne peut concerner que les légumes. Donc si on veut nourrir le monde, il y a nécessité de réfléchir à d'autres systèmes agricoles. Inspirée des maraîchers parisiens du 19e siècle, cette technique avait disparu avec l'avènement de la mécanisation et de l'agriculture intensive. Aujourd'hui, elle revient en Europe avec la promesse de remplacer une agriculture de masse par une masse de petits agriculteurs. Remplacer une agriculture de masse par une masse de petits agriculteurs. Gilles Rivière-Wechstein, vous y croyez? Alors là, pas une seconde, même pas une seconde, en rêve. Un projet comme ça, Moi qui pensais pouvoir vous mettre d'accord. On en reparle dans 3 ans. Dans 3 ans, c'est fini, c'est mort, etc. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet? Il n'y a rien qui me gêne. C'est super sympa comme truc, mais ça ne nourrira pas la planète, ça ne nourrira pas le monde. Et même, c'est de la main-d'œuvre intensive. Les gens, ils n'ont plus envie de travailler comme ça aujourd'hui. C'est fini, c'est terminé. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est devenu trop feignant pour ce genre d'exploitation. Mais non, j'ai pas dit fainéant. Moi, c'est ce que j'entends. On a 400 000 exploitations en France aujourd'hui. 50% de ces exploitations vont rechercher un preneur dans les 10 prochaines années. Déjà, on ne sait pas comment on va faire. Alors, l'idée de mettre 1 million de personnes dans les champs, mais alors là, même pas en rêve. Donc là, clairement, on est dans une forme de mythe. Anna de Parnay-Grunenberg, OK, on pourrait faire du bio-intensif, mais ça implique tellement de main-d'œuvre à l'heure où, effectivement, une exploitation sur 2 ne trouve pas de repreneur. C'est un leurre.
Non, je ne suis pas du tout d'accord. Il est vrai que nous constatons que l'agriculture conventionnelle n'attire plus les jeunes. Et ce pour des raisons qui tiennent au fait que la société met malheureusement les agriculteurs au pilori. Nous devons veiller à ce que les fonds de l'Union européenne, mais aussi les programmes locaux, fassent vraiment avancer la transition. Je pense que si nous donnions aux gens un revenu garanti, et s'ils pouvaient faire de l'agriculture en extérieur, sans chimie, dans de petites structures, où ils ne se sentiraient pas abandonnés assis au volant de leur tracteur face à toute cette chimie, ils retourneraient volontiers vers l'agriculture. Mais alors, vous évoquiez la question justement de la santé, la question du poids, des intrants, etc. sur cette agriculture. Corentin, pendant le débat, clairement, nos invités sur cette question, ils n'étaient pas d'accord. Ouais, et pourtant, selon un sondage français, 6 personnes sur 10 qui consomment du bio le font parce que c'est meilleur pour la santé, en tout cas selon eux. Mais selon nos invités, il y a débat. Beaucoup de gens croient que la nourriture bio est meilleure pour leur santé. Mais une enseigne spécialisée en Suède a récemment été obligée par la justice de supprimer cette allégation de ses publicités parce qu'elle n'a pas pu le prouver. Il n'y a aucune preuve que le bio est meilleur pour la santé. Aucune. Je conteste formellement cette idée qu'il n'y aurait aucune preuve des bénéfices de l'alimentation bio sur la santé. Et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante de Nutrinet Santé qui dit qu'il y aurait un lien entre bonne santé et régime biologique. Au Royaume-Uni, les autorités ont fait la même chose que dans d'autres pays. Elles ont interdit aux producteurs bio de mettre en avant les bienfaits de leurs produits pour la santé, parce qu'ils n'ont aucun élément pour le prouver. Il y a quand même des études qui prouvent que le lait est plus riche en oméga 3 en agriculture biologique parce qu'on nourrit nos animaux à l'herbe fraîche, 10 mois sur 12. Donc, qu'on dise qu'il n'y a pas de bénéfices pour la santé alors qu'il y a des préconisations scientifiques qui vont dans ce sens-là, moi, je suis un petit peu agacée, en fait. Mais alors, le bio est-il bon pour la santé, Corentin? Est-ce qu'on peut véritablement trancher? J'aimerais bien vous répondre que oui, mais la réponse honnête, c'est non. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'études qui prouvent un peu tout et son contraire. Alors, c'est un peu difficile de trancher quand on n'est pas scientifique. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est se pencher sur des méta-analyses qui analysent, en fait, beaucoup d'études qui ont été faites auparavant. J'en ai trouvé une qui analyse les résultats de 240 études. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas prouver que le bio est plus nutritif. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous mangez bio, vous aurez moins de résidus de pesticides dans vos urines, donc dans votre corps. Néanmoins, l'étude dit que ce n'est pas assez significatif, cette différence, pour assurer avec certitude que le bio est meilleur pour la santé. Anna de Parnay-Grunenberg, finalement, on pensait que c'était une évidence et ça ne l'est pas tant que ça. Ce que nous savons, c'est que les gens qui sont très exposés aux produits chimiques sont en mauvaise santé. Donc, en toute logique, on peut se dire, si j'ai moins de produits chimiques dans mon corps, c'est mieux pour moi. Allez-y. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui démontre que manger bio vous assure une espérance de vie supérieure de manger non bio. Et comme on ne sait pas, comme on ne peut plus aujourd'hui convaincre les gens, c'est pour ça qu'aujourd'hui le discours a changé et on ne sauve plus sa santé, on va sauver la santé de la planète. C'est un nouveau mythe qui va s'effondrer comme le reste, parce que faire de l'agriculture bio n'est pas systématiquement et nécessairement meilleur pour la planète. Mais, Monsieur Rivière-Weckstein, vous partez presque du principe que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Nous n'aurions aucun problème avec nos nappes phréatiques, avec les pesticides, avec les abeilles qui meurent, ni avec la pollinisation. Vous prétendez qu'il n'y a pas de problème ? Mais nous avons un énorme problème et c'est pourquoi nous devons nous transformer. Et les faits sont très clairs quant à l'origine de cette situation. Nous avons vraiment un problème avec les abeilles, avec les néonicotinoïdes. Et sans les abeilles, nous risquons un jour de ne plus avoir de pollinisation du tout. C'est simplement une évidence. Je ne sais pas pourquoi vous vous permettez cette espèce de rébellion. Je sais bien que l'agriculture biologique est plus difficile et qu'elle a besoin de soutien, mais ignorer toutes ces qualités me semble relever d'une sorte de passion chez vous. Une petite... Allez-y, je vous en prie. Répondez rapidement. Je n'ai jamais dit qu'elle n'avait aucun avantage et je n'ai jamais dit que l'agriculture en général n'a pas de problème. Toute activité humaine a des conséquences. C'est évident. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Sans être manichéen, Corentin, on a beaucoup dit que le bio était cher, mais contre toute attente, selon certains de nos invités, il n'est pas tant que ça. Oui, en tout cas, c'est ce que disent certains membres de l'atelier. Alors, restez avec moi, parce que c'est un petit peu compliqué. Selon eux, le surcoût du bio, il est payé par les consommateurs. On paye plus cher nos produits bio. Mais le surcoût de l'agriculture conventionnelle, et vous allez être d'accord, je crois, il est payé par la société entière. Quand il y a de la pollution des eaux, de la pollution des sols, des abeilles qui disparaissent, c'est toute la société qui supporte ce coût. Et donc, selon certains membres de notre atelier, c'est l'agriculture conventionnelle qui est plus chère.
vu la situation de l'environnement, vu la situation du climat et tout ça, de l'eau, est-ce qu'on peut se payer le luxe de continuer une agriculture qui apparemment nous fournit des aliments très bon marché, mais qui sont en effet très chers si on regarde les vrais coûts de cette production? Aujourd'hui, on met des centaines de millions d'euros par an pour dépolluer les eaux. Si ces centaines de millions d'euros par an étaient mis en amont de la production, c'est-à-dire que pour éviter de polluer les eaux, on ne mettait pas des pesticides et des engrais chimiques et de synthèse sur les sols au-dessus des nappes phréatiques, on éviterait le coût de la dépollution, donc ce ne serait pas un coût supplémentaire pour la collectivité et ça baisserait mécaniquement le prix des produits alimentaires. Gilles Rivière-Wegstein, comment faire en sorte d'imaginer un cadre qui puisse être à la fois respectueux de la planète, qui nous nourrisse sans pour autant nous rendre malades? Mais nous avons ce cadre. Et nous avons une nourriture qui ne nous rend pas malade. Donc je ne vois pas trop là-dessus. Mais qui rend malade la planète? Enfin, si vous entendez ce que disait Félix. Écoutez, oui, mais les nappes phréatiques, les pesticides, l'appauvrissement des terres, c'est une réalité. Non, l'appauvrissement des terres, vous pouvez l'avoir en bio également. Si vous voulez arrêter l'appauvrissement des terres, vous savez ce que vous faites? Vous réhomologuez le glyphosate, vous allez permettre aux agriculteurs de ne pas labourer le sol. Le sans-labour est une solution, par exemple, à l'appauvrissement du sol. Par exemple. Donc, il y a des techniques qui sont autres que le bio. Moi, je crois beaucoup aux biotechnologies, par exemple. Qu'est-ce que vous appelez les biotechnologies? Les biotechnologies végétales, c'est ce que vous appelez les OGM. Vous voyez, vous avez les nouveaux OGM qui sont en train de venir sur le marché vont permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, par exemple, concernant des ravageurs. Par exemple, pour la betterave à sucre, on va retirer les néonicotinoïdes. Quelles sont les pistes aujourd'hui qui sont envisagées pour pouvoir faire de la betterave dans 5 ans? C'est pas passer au bio, c'est d'avoir des plantes résistantes à ces ravageurs, à ces insectes. Ça va passer par quoi? Par la sélection variétale, donc par les biotechnologies. Donc quand j'écoute le discours que j'ai là, j'ai plutôt l'impression d'un discours qui veut revenir à une agriculture comme le faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Une agriculture paysanne qu'on faisait il y a 25 ans. Mais ça fait belle lurette que vous n'utilisez plus la machine à écrire pour faire vos reportages. C'est la même chose. Anna de Pernay-Grunenberg, il faut savoir être progressiste et adopter aussi ce que la technologie nous permet. Nous avons de facto un énorme problème de déclin des eaux propres. Et nous avons un problème avec la biodiversité et avec le climat. C'est factuel. Et puis en face, nous constatons cette espèce de nouvelle croyance qui voudrait que de nouveaux types de technologies vont changer les plantes de telle ou telle façon. Et puis qu'avec le numérique, on pourra limiter les produits chimiques au strict nécessaire, etc. Nous ne disons pas que ce n'est pas vrai, mais nous disons aussi que nous devons veiller à ce que le bilan global de ce que nous mettons dans le sol, dans l'air et dans notre corps diminue. Et nous remarquons qu'il existe ces nouvelles technologies. Il y a aussi le bio-intensif, il y a aussi la permaculture. Il existe de nombreuses façons de faire de l'agriculture pour nous nourrir. Et nous l'avons vu lors des crises, de la guerre, de la pandémie. Les circuits courts, les gens qui savent comment fonctionne leur agriculture, ce sont eux qui nous ont effectivement offert la nourriture dont nous avions besoin. Et c'est vers ça que nous devons tendre. Peut-être que, du coup, dans quelques années, nous serons amenés à faire de l'agriculture dans nos garages, dans des buildings. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces deux modèles. Et on voit bien que cheminer vers un consensus n'est pas simple. Merci Corentin. Merci Nora. Tout de suite, c'est le grand entretien. Je reçois les militants écologistes Yann Arthus-Bertrand et Vipulan Puvanesvaran. Ils incarnent les deux visages de la lutte transgénérationnelle contre le réchauffement climatique. Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur, figure de proue de l'écologie, immortalise le vivant et questionne l'humanité depuis près de 50 ans. À seulement 19 ans, Vipulan Puvanesvaran, militant écologiste et protagoniste du film Animal de Cyril Dion, incarne cette nouvelle génération consciente et appelle à changer notre regard sur le vivant, l'humain et le non-humain. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors, nous venons de débattre du bio et de ses limites, ce qui nous amène aussi à réfléchir à la question de la surexploitation de nos ressources naturelles pour des besoins humains. Alors, on commémore cette année le rapport Meadows, le rapport qui, il y a 50 ans, pointait justement la finitude de ces ressources. Qu'est-ce que ça vous inspire, Yann Arthus-Bertrand? Peut-être vous, diriez-vous qu'on a quand même avancé et qu'il y a une prise de conscience? D'abord, je vais vous le dire avec émotion et du fond du cœur. D'abord, la conscience collective, je ne peux plus entendre ce mot. Non, on n'est pas dans la conscience collective. Moi, vous imaginez que moi, quand j'avais 30 ans, que j'ai perdu étudier les lions, et j'étais écolo à 20 ans, et qu'à cette époque-là,
je pensais sauver les éléphants, sauver les rhinocéros. Aujourd'hui, on parle de sauver l'humanité. La fin du monde, on le lisait dans la Bible. Aujourd'hui, la fin du monde, on la voit dans le rapport du GIEC. Et aujourd'hui, je suis ravi qu'il soit là parce que tous ces jeunes, pour moi, c'est l'espoir. Greta Thunberg, pour moi, a été un miracle. Enfin, j'avais quelqu'un qui allait remuer les choses et qui allait dire des choses. Mais Yann Arthus Bertrand, est-ce que c'est pas finalement un constat d'échec pour votre génération? C'est-à-dire que, heureusement que Vipulan Puvanesvaran et Greta Thunberg et cette génération-là, aujourd'hui, est en capacité peut-être de faire bouger les choses. Il y a eu les grèves pour le climat. Mais c'est que vous n'avez pas réussi. Imaginez d'avoir 20 ans aujourd'hui. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est étudiant, il travaille, il voit les dossiers, il regarde, il réfléchit. Quel est l'avenir? Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais peur de rien. Aujourd'hui, avoir 20 ans, c'est comme un petit peu être inquiet de l'avenir. Et donc, ils se remuent. Et heureusement qu'ils sont là. Merci d'être là. Et je trouve qu'on ne vous aide pas assez. On devrait manifester en premier rang. Les grands-parents, les parents devraient être avec vous à vous soutenir. Vipulan Puvanesvaran, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, le témoignage de Yann Arthus Bertrand? Diriez-vous que sa génération, malgré la conscience qu'elle avait des enjeux, elle n'a pas réussi? Moi, je pense qu'il faut faire attention sur les discours qui se fondent sur la génération. Ouais. En réalité, même dans notre génération, il y a des gens qui vont faire des écoles de commerce pour ensuite travailler dans des grandes entreprises qui vont détruire le monde. Il y a des gens qui soutiennent des projets qui sont aliénants, destructeurs à la fois pour les humains et pour les non-humains. Et ben, en fait, pour moi, le problème, il est plutôt en termes de classe sociale, finalement. C'est-à-dire que pour vous, il ne faut pas mettre cette responsabilité sur les boomers, comme on dit, mais c'est une question, en fait, de riches contre pauvres. Oui, si on caricature, on pourrait dire ça. En fait, pour moi, penser en termes de classe sociale, en termes de système économique, ça permet de penser plus globalement que simplement le réchauffement climatique, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Yann Arthus Bertrand, il faut aussi déconstruire cette idée que la croissance serait infinie, totale et... Notre façon de vivre est en train de détruire la planète. Et là, il y a un chercheur anglais qui parle de l'extinction des insectes. On a perdu 80% des insectes européens. C'est absolument invraisemblable, même dans les endroits où il n'y a pas de pesticides. Et si on perd les insectes, on perd tout. Mais à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de retourner au sauvage, de faire en sorte de transformer notre rapport au vivant, humain ou non humain? Comment vous voyez les choses? Je pense que chacun peut décider de donner du sens à sa vie. Et aujourd'hui, on peut tous faire, un architecte, le chauffeur de taxi faire quelque chose, le boulanger faire quelque chose. Chacun fait à sa façon. Moi, je fais des films. Il y a une chose que je dis souvent, aujourd'hui, la viande industrielle est en train de détruire la planète. Cette viande là qu'on voit dans le film, les cochons, ça, c'est en train de détruire la planète. C'est fait avec du soja qui arrive du Brésil, il y a la souffrance animale, il y a tout ce qu'on déteste là-dedans. Refuser cette viande industrielle est un geste très simple, ça, ce qu'on voit là, ça, c'est en train de détruire on le sait tous. C'est intéressant parce que justement, là, avec des potes, on est en train de travailler sur un bouquin et on a justement essayé de penser cette question de comment on peut cultiver sans exploiter. Et pour moi, il faut aussi dépasser simplement le cadre du manger bio ou pas bio pour penser en termes d'agroécologie. C'est à la fois des pratiques agricoles, des disciplines scientifiques, mais aussi des mouvements sociaux et politiques qui essayent de repenser des articulations entre les sociétés humaines et l'ensemble des communautés non humaines, finalement. Comment ça se traduit? C'est notamment avoir une autonomie alimentaire à l'échelle locale, par exemple. C'est avoir des rotations culturelles. Il y a plein de gens qui essaient d'expérimenter plein de choses. À Notre-Dame-des-Landes, aux Lentillères, à Dijon, donc en pleine métropole. Il y a des gens qui essayent de... C'est un jardin ouvrier qui a échappé à la destruction. Ouais, et qui essaient de développer des pratiques de maraîchage sans exploitation. On peut aussi parler de pratiques sociales pour soutenir les éleveurs et les agriculteurs. Nous, l'éleveur de lapins, Laurent Hélène, qu'on a rencontré dans Animal, il gagne moins de 350 € par mois. Est-ce que l'un de nous trois ici pourrait imaginer vivre avec moins de 350 € par mois? C'est pas possible. Et donc, par exemple, essayer de penser une sécurité sociale de l'alimentation. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que le pétrole nous a donné une force incroyable. Aujourd'hui, grâce au pétrole, grâce aux machines, grâce aux engrais, grâce aux céréales modifiées, un paysan tout seul, il produit, écoute bien, 500 fois plus qu'en 1850. Et cette production intensive a fait beaucoup baisser les prix. Et donc, les gens ils doivent produire pour gagner leur vie. Et ça ne marche pas plus marcher comme ça. Mais pour autant, est-ce qu'il faut se dire qu'il faut revenir en arrière et revenir à une forme d'agriculture paysanne? Oui, bien évidemment. Mais je pense qu'on ne se subventionne pas assez. Et on ne se rend pas compte que faire du bio, essayer de faire une agriculture vertueuse, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait mettre en avant cette agriculture-là. Et en même temps, c'est un geste solidaire d'acheter des produits qui ont été faits par des paysans qui travaillent mieux que les autres.
Vous disiez que vous étiez admiratif de cette génération qui s'engage dans des luttes. Diriez-vous que, justement, il faut aujourd'hui être complètement radical et opter pour l'action radicale telle qu'on peut le voir avec Extinction Rebellion ou Dernière Rénovation, entre autres, des collectifs qui se sont montés en Europe, parce que la négociation, ça ne marche plus? En fait, ça dépend ce qu'on appelle par radical. Si radical, c'est prendre les choses à la racine, évidemment. Et en fait, pour moi, le critère, c'est pas tellement une forme de pureté militante ou de mise en spectacle des actions militantes, mais plutôt l'efficacité réelle. Et pour moi, Extinction Rebellion ou Dernière Rénovation font des choses intéressantes, mais moi, ce qui me parle d'autant plus, c'est par exemple les actions des soulèvements de la terre. Dernière Rénovation qu'on connaît bien, j'ai été surpris de la violence que ça engendrait quand ils se collent les mains sur la route. Mais les gens deviennent fous. Ils devraient comprendre que ces jeunes-là, ils n'ont pas d'autre option de se faire entendre. Et maintenant, on arrête. Est-ce qu'on peut... Bien sûr que ça... C'est bien le sujet. On s'est dit pendant le Covid, plus jamais ça, le monde d'hier, le monde de demain, etc. Il s'avère qu'en sortie de Covid, on a tous repris l'avion pour aller faire des voyages au bout du monde parce qu'on avait besoin de voyager. Donc, est-ce que véritablement, cette prise de conscience, elle est réelle ? Moi, j'ai beaucoup pris l'avion, énormément, plus que peut-être tout le monde dans cette salle. C'était pas la même époque, on ne parlait pas de la même chose. Mais aujourd'hui, je pense que prendre l'avion, oui, mais pas pour faire... Moi, je suis le genre de mec qu'on n'invite plus à dîner. Parce que si jamais il y a des gens autour de... Je casse l'ambiance et je gueule sur la viande, je gueule sur... Mais on ne peut plus aujourd'hui aller 3 jours à Marrakech jouer au golf, ça ne veut plus rien dire. Mais on ne va pas empêcher de prendre l'avion à des jeunes, ce n'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment de passer de cette conscience personnelle à cette conscience universelle. Je suis responsable, moi, en tant qu'homme, du monde, comme les autres. Et je suis autant responsable que tout le monde. Et c'est ça que... Quoi ? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais moi, je pense que moi, je peux faire ce que je peux, toi, tu peux faire ce que tu peux, et c'est tous ensemble. Il faut essayer de convaincre. Et cette espèce d'amour de la vie, quoi, cette bienveillance... J'entends, mais par exemple, Vipulane Pivanesvaran, on multiplie les COP. On en était à la 27e, ça n'a absolument rien donné. À tel point que le prochain dirigeant de la COP sera un directeur de compagnie pétrolière saoudien de mémoire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais en fait, justement, la raison pour laquelle les COP ne marchent pas, c'est justement parce que les pays occidentaux veulent partager la responsabilité et considérer que tous les pays ont la même forme de responsabilité. Alors que les pays qui vont être le plus victimes du changement climatique sont les pays qui ont le moins pollué historiquement. Et on pourrait faire une lecture, encore une fois, de la même manière en termes de classe sociale, où tout le monde ne pollue pas de la même manière et que tout le monde ne doit donc pas contribuer de la même manière. Parce qu'en fait, clairement, la question du pollueur-payeur, elle est toujours posée, elle n'est toujours pas mise en œuvre. La preuve, au niveau européen, on n'a toujours pas réellement de taxe carbone. Yann Arthus Bertrand, si demain, après-demain, vous aviez la possibilité de changer peut-être les choses, diriez-vous que le levier, c'est la politique ou il faut s'attaquer véritablement à la sphère économique ? Je pense que tout ça viendra d'en bas, surtout pas d'en haut. Les hommes politiques qu'on a sont le miroir de ce que nous sommes. L'homme politique a une vision électorale, il ressemble aux Français moyens, en fin de compte. Et vous savez, quand on fait la marche pour le climat, on est 35 000. Et on est très content. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Quand on sera 2 millions dans la rue à marcher pour le climat, pas pour le climat, je répète, marcher pour la vie tout simplement, ben les choses changeront. Comment on fait pour faire en sorte de faire descendre 2 millions de personnes dans la rue pour le vivant ? Eh bien, on essaye de faire des films, on fait des émissions de télé, on fait ce qu'il est. On n'a pas d'autre moyen que d'essayer. C'est de continuer encore de toutes nos forces, d'essayer de convaincre les gens qu'il faut changer quelque chose. Et c'est pas facile. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop poli ? Voilà, je ne sais pas. Il faut tout essayer. En tout cas, jusqu'au bout, je continuerai. Parce que je pense que ça vaut le coup. Voilà, tout simplement. Vipulane, vous aurez le mot de la fin. Est-ce qu'on arrête d'être poli ? Oui, en partie. Moi, je pense que être poli envers les dirigeants politiques actuels, ça va strictement rien changer. Et quémander gentiment, ça va strictement rien changer. Il faut établir des rapports de force. Et il faut ensuite construire par nous-mêmes les systèmes qu'on désire. Je parlais de Notre-Dame-des-Landes ou des Lentillères tout à l'heure. C'est typiquement des exemples où il y a des formes de subsistance qui se créent, qui sont intéressantes. Et c'est des hypothèses à poursuivre, quoi. Créer des alternatives et faire en sorte de se rencontrer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vipulane Pivanesvaran. Merci à vous. Bon courage à vous pour vos études. Merci. Merci. Voilà, 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.